Uniquement penser que ça va se transformer tout seul, il faut aussi qu'il y ait une vraie collaboration autour de ça. Pour que ça devienne une réalité, c'est important d'avoir une vision claire des défis que cela pose, une compréhension bien sûr de ce que ça peut nous apporter et bien sûr une volonté de faire pour mobiliser toutes les parties prenantes sur ce sujet. Et c'est tout ce que l'on va notamment développer comme thème avec deux intervenantes d'exception. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Charlotte Pierron-Perlès, vice-présidente exécutive et directrice générale de l'industrie intelligente chez Capgemini Invent, Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Merci de les applaudir bien fort. Je vous en prie. Alors, je suis ravie de vous avoir toutes les deux pour parler de ce grand défi de l'économie circulaire. On va voir avec vous à quel point c'est nécessaire aujourd'hui. On va comprendre aussi les freins, les leviers pour les entreprises. Et à un moment, il faut quand même qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on passe de l'idée à l'action? Ça, c'est également très important. Emmanuelle, je me tourne vers vous parce que aujourd'hui, on a l'impression que l'économie circulaire s'impose un petit peu à nous face à de nombreux défis économiques, environnementaux. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On peut l'expliquer de façon assez simple en fait. C'est vrai qu'il y a 50 ans à peu près, il y avait le premier BIP en caisse. Il y a un peu plus de 50 ans, il y avait aussi le rapport Meadows, les époux Meadows, donc le rapport sur les limites planétaires. Donc la première fois où on intègre que on va pas pouvoir continuer à ce rythme de croissance avec les ressources dont on dispose. Donc ce premier constat finalement, il a été posé il y a assez longtemps. Donc c'est vrai que ça s'impose à nous. Enfin voilà, de toute façon. On peut torturer le sujet dans tous les sens. On va pas pouvoir dépasser le cadre des limites qui s'imposent à nous. Mais peut-être pour rentrer alors un peu dans le sujet qui va s'imposer aujourd'hui, on est encore un peu, alors je vais psychiatriser un peu le truc, hein, mais peut-être dans un mode de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a bien compris, ça a la conviction, mais elle est généralisée. Moi je dis de temps en temps, j'ai pas mon jumeau maléfique, l'Institut national du gaspillage et des trucs qu'on met exprès dans la mauvaise poubelle. Enfin les gens sont convaincus, personne ne dit oh là là, gaspillons, vous allez voir c'est chouette, mais concrètement, on est convaincus et ça va pas très vite. Enfin, je crois, je vois pas mal. D'ailleurs, il y a énormément de monde, c'est quand même assez impressionnant. Ils sont venus nombreux aujourd'hui. Mais non, mais pour un mardi 14h, alors que les courses de Noël ont commencé, c'est quand même spectaculaire. Il y a plein d'enfants qui vont pas avoir de cadeaux sous le sapin. Là. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre justement comment on peut comprendre? En fait, déjà, l'économie linéaire, c'est finalement parce que souvent quand on définit l'économie circulaire, on la définit en creux. Il y a l'économie linéaire, celle dans laquelle on vit. C'est encore aujourd'hui 93% de l'économie mondiale, enfin 92,8, mais arrondissons. Et donc c'est le modèle qu'on connaît, c'est le modèle qu'on comprend. On extrait, on produit, on consomme, on jette. Et on vit comme ça. Et toutes nos chaînes de valeur sont organisées comme ça. Et ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut tout changer. Il faut extraire toujours, mais beaucoup moins, et puis dans d'autres conditions. Et puis, dans le cas des limites planétaires, il faut produire moins, mieux, et puis idéalement un peu plus chez nous. Faut produire, alors là, moins, mieux, plus cher, tout ça. Enfin bon, ça se complique. Et derrière, on reconditionne, on répare, etc. Enfin, donc on passe d'une logique de finalement de consommation de la matière à une logique d'investissement dans la matière. Alors là encore, quand on le dit comme ça, tout le monde est d'accord. Mais les conséquences, est-ce qu'on est prêt à les encaisser, c'est là où le bas blesse. Alors c'est ça qui est intéressant parce que vous parlez finalement de cette économie du jetable qui ne peut plus tenir sur le long terme. Mais Charlotte, je me tourne vers vous puisque vous conseillez justement ces entreprises. Comment est-ce qu'elles perçoivent cette urgence? Est-ce qu'elles en ont conscience ou est-ce qu'elles le voient plutôt comme une contrainte? La conscience est là, Emmanuel l'a bien dit. Il y a deux facteurs d'impulsion. Il y a un premier facteur qui est un facteur réglementaire. Une réglementation qui s'impose à l'ensemble des entreprises. Hein, tous les secteurs sont touchés, avec une exigence de plus de transparence, plus de traçabilité sur l'ensemble des composants d'un produit, et puis aussi plus d'informations sur le patrimoine que peut représenter un produit en termes de recyclabilité. Et le passeport, le Digital Product Passport, pardonnez-moi pour l'anglicisme, en est une parfaite illustration. C'est vrai sur le produit de grande consommation, c'est vrai dans le monde du manufacturing, dans l'automobile, dans l'aéronautique, et on en reparlera. Donc ça, c'est un premier élément. On n'a pas le choix, il faut y aller, il faut s'organiser. Deuxième facteur, c'est que le critère pour être choisi une première fois et préféré sur la durée pour un consommateur est réel. On a 70% des consommateurs qu'on a interrogés cette année sur l'étude qu'on a pu faire, qui évidemment paraît
plus satisfaits de choisir un produit qui va être plus durable et une marque qui s'engage éthiquement. Donc ça veut dire que les entreprises, elles aussi, ont évidemment pas envie de bouder leurs consommateurs, mais de s'organiser pour le faire. Donc ça passe par l'éco-conception d'un produit, ça passe par traçabilité et ça passe aussi par le design même du produit final pour permettre notamment le refill, qui n'est pas forcément un given. Ce que je comprends bien, c'est que ça devient un levier même pour les entreprises pour se différencier, pour fidéliser les clients. En quoi, justement, ce QR code augmenté dont on va beaucoup parler aujourd'hui peut aider à cette différenciation, à cette fidélisation? Est-ce que la traçabilité peut être une clé pour le client? Oui, je vais vous donner un exemple concret. D'une part, le QR code augmenté de GS1 est un formidable outil, peu coûteux, énorme patrimoine informationnel, personnalisable, avec des entreprises qui ont développé leur business autour de la possibilité d'en faire des jolis produits, de l'intégrer y compris dans des marques de luxe au-delà de l'environnement industriel. Et c'est le choix qu'a fait L'Oréal quand ils ont lancé il y a quelques années maintenant leur grand programme qui s'appelait Produits augmentés, qui consistait à apposer sur leurs 8 milliards de produits uniques un QR code augmenté GS1. On a eu l'opportunité de travailler ensemble pendant plusieurs années pour en faire un véhicule de plus de transparence, de traçabilité sur la composition des produits, leur lieu de fabrication, leur potentiel de recyclage, pour également travailler aussi la façon d'engager un consommateur. Il ne s'agissait pas seulement d'apposer ce QR code, l'enjeu était de lui donner une âme à ce produit. Et en fait, c'est un canal de communication formidable entre une marque et son consommateur final, sans voir le produit simplement comme une finalité. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus un produit, on achète quelque chose qui a une histoire, en fait, à laquelle on a envie d'adhérer. C'est ça aujourd'hui? Absolument. Et puis une marque investit énormément pour conquérir un consommateur une première fois, mais en général investit encore plus pour le fidéliser. Donc si vous concevez votre produit non pas comme la finalité d'une seule fois, mais comme ce canal d'engagement sur la durée, le QR code augmenté de GS1 est juste l'outil parfait pour permettre de le faire. Concrètement, on apprend quoi avec ce QR code augmenté? Qu'est-ce qu'on peut découvrir de nouveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui? De manière plus fine, la composition d'un produit dans des termes qui vont être plus faciles à lire que les tout petits caractères que vous avez éventuellement sur le packaging secondaire. Vous avez des éléments de sourcing, vous avez la façon dont ces éléments ont été sourcés de manière respectueuse dans l'environnement. Vous pouvez aussi faire le lien entre le produit lui-même et l'environnement dans lequel normalement le consommateur va pouvoir le trouver, l'acheter, le consommer, et imaginer aussi demain, au-delà du produit, de le lier à des expériences clients. Si je reste dans l'environnement de L'Oréal, dans les routines beauté du quotidien, l'univers de la marque, l'univers de la gamme. Donc c'est ça qui est possible d'explorer aujourd'hui. Et si vous sortez de l'entreprise elle-même et que vous raisonnez filière, le lien entre un L'Oréal et son univers de retailer, il y a des collaborations là aussi à développer et imaginer avec un certain nombre de plateformes et de grandes marques de retail. On voit bien, Emmanuel, à quel point cette transparence repose vraiment sur une traçabilité qui est bonne, qui est très bonne, même dès l'origine. Pourquoi est-ce que c'est important justement d'aller faire ce pas-là pour l'économie circulaire? Qu'est-ce que ça peut changer? Alors, c'est amusant parce que ce matin, il y avait un conseil d'administration de l'Institut que je dirige, l'Institut national de l'économie circulaire. Et nous, on a des acteurs assez variés qui vont venir de la construction, effectivement, des retailers, des associations autour du don solidaire. Et une intervention sur deux, mais vraiment, sur les sujets de recyclage, etc., revenez sur les enjeux de traçabilité et de maîtrise de la donnée. Parce que ce qu'on voit bien... C'est la clé, en fait. C'est la clé. C'est-à-dire que quand le système, finalement, je reviens, on extrait, je consomme, je jette. On n'a pas besoin, si on a besoin pour payer, etc. Enfin, ce qu'on a pu voir avec attends, j'ai tellement QR code que j'ai oublié l'ancien, le code barre. Donc voilà, ça fonctionnait. Voilà. Mais maintenant, dès lors qu'on dit mon produit, il va avoir toutes ces vies-là finalement, il va être reconditionné, etc. Le besoin de suivi, il va être essentiel parce qu'il faut le comprendre tout au long de ses vies plutôt que de sa vie. Et puis bon, après, il peut avoir une fin de vie, renaître, etc. Enfin, c'est christique, la vie d'un produit sous l'économie circulaire. Ça va un petit peu dans tous les sens. Donc, il y a déjà ce besoin de compréhension, ce besoin économique pour savoir effectivement ce qu'on suit, comprendre aussi les gisements. Une des clés aujourd'hui de l'économie circulaire, et on a du mal d'ailleurs, c'est de comprendre les gisements, où est-ce que ça va, les trucs. On interdit de détruire les stocks d'invendus, super, où ils sont. Enfin, tout ça, ça va quand même nous permettre de mieux comprendre de quoi on parle et de mieux gérer. Et petit point, alors que pas encore été évoqué, mais aussi un petit sujet assurantiel, c'est-à-dire que l'économie circulaire, c'est aussi
un problème de sécurité, d'assurance. Et donc le fait d'avoir cette traçabilité, ce suivi, de maîtriser la donnée, ça permet de sécuriser l'ensemble des acteurs de la chaîne. Avec un petit point, et ça c'est peut-être ce qui est particulier, on a beaucoup parlé coopération, etc. Et moi ce que je vois dans tous les événements où on peut aller, que ça soit dans un village, dans l'Aude ou ailleurs, le sujet de la coopération il est majeur. Parce que ce qu'on sait aussi, ce qu'on voit, c'est qu'un acteur qui bouge tout seul, en fait, il va s'épuiser, il va perdre beaucoup d'argent, il va pas y arriver. On a besoin d'avoir toute la chaîne qui bouge, de l'extraction, la production, la consommation, le consommateur et le suivi. Et donc là, finalement, ça permet, autour d'un outil qui est très simple et qu'on connaît tous, de rassembler toutes ces communautés. Et c'est tout l'intérêt justement de cet événement, d'essayer de prendre conscience à quel point rassembler aujourd'hui autour de cette question est indispensable. Ce que l'on comprend, c'est l'intérêt pour les boucles de recyclage, mais quels sont du coup les principaux freins et leviers pour arriver à changer d'échelle, pour arriver justement à emmener tout le monde dans cette nouvelle économie? En un mot, l'argent. Non, mais c'est simple. C'est-à-dire que là, fondamentalement, c'est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, les matières vierges sont moins chères que les matières recyclées. Les produits neufs, souvent, la façon dont ils sont produits, conçus, etc., ça va être moins cher de racheter du neuf que de réparer. Il faut qu'on mette en place des transformations de l'économie, des modèles économiques. On parle de réparation beaucoup en ce moment. La réparation, c'est chouette, mais enfin pour ça, il faut des réparateurs. Donc, en fait, il y a des transformations qui sont assez massives, qui, encore une fois, nécessitent de faire coopérer l'ensemble de la chaîne. Et donc, ça nécessite, à ce stade, des investissements. Donc, à court terme, on gagne pas de l'argent. Enfin bon, je pense que ça tout le monde le voit. Si vous voulez gagner de l'argent, encore une fois, à court terme, à 1 an, en 2 ans, mais faites du linéaire, faites du jetable, c'est ça qui va vous rendre riche. Par contre, à 5 ans, à 10 ans, on n'a pas le choix. Il faut qu'on reste dans le cadre de ces limites planétaires. Donc voilà, aujourd'hui le sujet, c'est comment on arrive à embarquer tous les acteurs, parce que c'est une nécessité à moyen et à long terme, à mettre les investissements qui font bien et à convaincre. Et dernier petit point. L'économie circulaire aujourd'hui, moi j'appelle ça, c'est un peu la forêt de bonsaï. C'est le monde de l'expérimentation réussie. On sait faire, mais par contre, on a plein de petits machins. Ça grandit jamais. C'est peut-être joli, mais c'est chiant à entretenir. Là, on est là. Et si on veut passer à l'échelle, il faut qu'on se donne les moyens de faire grandir les bonsaïs. Et ça, c'est de l'investissement. On n'est pas en attente d'innovation de rupture. Elles sont là. Mais par contre, il faut qu'on passe de la conviction à l'action. Et un peu de travail. C'est très intéressant ce que vous dites, Emmanuel, parce que justement, on comprend, Charlotte, à quel point pour les entreprises, si elles n'agissent pas en fait à moyen terme, quelque part, il y a une baisse même de chiffre d'affaires dont on peut parler, qui semble évident. Comment est-ce qu'on peut arriver à les convaincre, pour arriver à dépasser ces freins et avoir à moyen et long terme, et pas seulement à court terme? Bonne chance du coup pour la réponse. Je garderai l'analogie sur la forêt de bonsaï. Je pense qu'elle est excellente. Un chiffre, 10% des matériaux investis dans l'économie chaque année sont recyclés. 10% seulement. Un autre, de la même année, 80% des entreprises leaders déclarent travailler sur des chaînes de valeur circulaires. Donc il va se passer quelque chose. Le comment, il y a un premier sujet, c'est que ce serait d'ailleurs intéressant de regarder quels sont les représentants aujourd'hui des différentes entreprises que vous représentez. Fonction RSE, supply chain, conception produit, fabrication. C'est un sujet qui doit transcender l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est pris par une des fonctions sans nécessairement être pris comme une transformation qui transcende ces silos organisationnels. Donc, premier travail en termes d'écosystème, c'est vraiment l'écosystème interne. Le second, il faut raisonner en termes de filière. Il n'y a pas de chaîne de valeur s'il n'y a pas de logique de filière. Donc, cette collaboration, et GS1 est un excellent partenaire pour vous aider à le faire, elle doit être articulée de cette manière-là. Troisième action, c'est la création de communs numériques autour du QR code et de ce patrimoine informationnel, et puis de partager cette information. Et la bonne nouvelle, c'est qu'associé au geste, au QR code, il y a une forme d'adoption qui se fait, parce qu'il y a un certain nombre d'autres gestes, Yuka en être un autre exemple, qui s'est déjà mis en place. Donc ça, c'est des choses très simples à dire, mais qui sont beaucoup plus complexes à organiser. Prenez-les comme des transformations. Un exemple intéressant sur lequel on a travaillé récemment à l'aune de la filière aéronautique. On a structuré un avion, vous le construisez, il a une durée de vie de 25 à 30 ans. Pour autant, lui aussi, il est aujourd'hui très peu recyclé. Et pour autant, il a une durée de vie importante entre son premier acheteur, deuxième, éventuellement le rachat par un leaser. Et il a un potentiel en termes de recyclabilité qui est énorme, vous pouvez l'imaginer, par rapport à
à la constitution et à la valeur de chacune de ces composantes. Donc créer un passeport produit autour de chacun des sous-éléments de constitution d'un avion, créer une plateforme qui permet ces échanges et créer l'outil SO commun numérique qui permet d'accéder à cette information, ça fait partie des exemples réussis qui sont en train de se mettre en place et desquels je pense vous pouvez tous apprendre aujourd'hui. Il nous reste quelques secondes avant de finir justement cet échange et ce regard croisé. Un message clé en quelques secondes que vous pourriez donner aux entreprises, Emmanuel, qui sont présentes ici pour les inciter à se lancer? Alors, on va rester sur le désilotage. Et puis en plus, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a engagé à la fois Capgemini, Invent et nous. Autre élément qui peut convaincre sur l'économie circulaire, il n'y aura pas de décarbonation sans économie circulaire. Quand on regarde aujourd'hui les trajectoires de décarbonation, elles nécessitent beaucoup de ressources, en particulier sur les enjeux d'électrification, mais aussi la biomasse. Si on n'est pas en capacité de mieux traiter nos ressources, on ne réussira pas à décarboner. Donc ne serait-ce que ça, lutter contre le changement climatique, c'est un peu sympa aussi, ça peut être une bonne raison d'y aller. Charlotte? Rapprocher les fonctions R&D, engineering et marketing, voyez le produit comme un canal d'engagement client et un facteur de compétitivité à moyen terme, probablement 2-3 ans au regard du potentiel de recyclabilité. Mais je suis plus optimiste. Merci beaucoup à toutes les deux pour les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Emmanuel, Charlotte, merci pour tous ces enseignements et d'avoir posé justement ces enjeux clés. Je vous laisse revenir à votre place.